Comme d'usage, chaque vendredi, nous avons un invité sport. Avec lui, nous allons parler des préparatifs du CHAN. Le Togo perd face au Bénin. Afrique Foot, tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis foot, le Bayern de Munich remporte la Super Coupe d'Allemagne. Notre invité est Julien Laris, consultant. Julien, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de New York d'Info. On parle de ces préparatifs du CHAN à venir. Le Togo a perdu face au Bénin. Vous aviez commenté le match sur New World TV. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, le score, pour une fois, a reflété le contenu du match, avec une équipe béninoise qui était techniquement, mentalement et physiquement plus aboutie qu'une équipe togolaise qui était en recherche de repères, ce qui a traduit d'abord 15 premières minutes où on a senti une équipe togolaise qui menait les débats. Après, on a vu que physiquement, c'était une équipe qui n'était pas du tout au point. Aussi, les conditions climatiques qui n'ont pas joué en faveur des 22 acteurs. Il y a eu du vent et de l'averse hier soir à Kégué sur la pelouse, donc ce qui fait que c'est pas une excuse, mais ça a joué en défaveur des 22 acteurs. Mais on a vu une équipe béninoise qui, dans tous les aspects du jeu, que ce soit tactiquement, physiquement, mentalement, était au-dessus de l'équipe togolaise. Le coach Jonas Kokou, comme l'a dit, l'essentiel, ce n'était pas de gagner, c'est de pouvoir voir un peu ce qui se passe, pouvoir voir de quel côté ça ne marchait pas pour essayer d'apporter des solutions. Selon vous, et surtout vous qui aviez commenté le match, vous pensez qu'il a eu le temps de voir les choses? Oui, je pense qu'il a fait plus de la communication qu'une réelle analyse, parce que le métier qu'il fait, la défaite ne permet pas de pouvoir rebondir. On dit souvent qu'on apprend de ses échecs. Malheureusement, dans le monde du coach sportif, du coaching sportif du football, la défaite ne permet pas d'apprendre. Plus on perd, plus on a peu de temps de pouvoir ajuster ce qui n'était pas correct. Et donc hier, je ne pense pas que cette défaite soit de nature à rassurer l'équipe togolaise, puisqu'on dit souvent aussi qu'il y a des défaites encourageantes. Il y a des défaites encourageante. Malheureusement, la défaite de l'équipe togolaise hier n'était pas une défaite encourageante. C'est plus un match qui va mettre le doute pour moi dans le nid des éperviers, parce qu'il y a eu trop d'incertitudes. C'est vrai que l'équipe a beaucoup changé depuis le dernier CHAN, depuis la dernière compétition internationale. Nan Richard est parti du côté de la Guinée. Ouro Agoro Ismaël, qui est le canonnier attitré de cette équipe, est parti du côté de l'Éthiopie. Et Tchakei Marouf a pris son vol la dernière fois pour Kinshasa, ou Lubumbashi plutôt, pour s'engager éventuellement avec l'AS Vita Club. Donc il y a eu beaucoup de changements, et pas des moindres, puisque ce sont les tauliers de l'équipe que je viens de nommer là, Nan Richard, le Tchakei Marouf, ou encore le canonnier qui est parti du côté de l'Éthiopie. Et donc beaucoup de changements, mais quand même il y a certains cadres qui sont toujours dans cette équipe. Je veux parler de Akoro Bilali, que moi j'ai trouvé hier beaucoup en dedans, peut-être physiquement aussi, parce que le championnat togolais vient de se terminer. Ils sont dans une période transitoire entre un championnat et une reprise éventuelle. Encore une fois, je prends mes mots avec des pincettes. Et donc c'est vrai qu'avec tout ce mix-là, il va falloir composer une équipe qui doit être dans la juste mesure. Mais ce qu'on a vu hier, ce n'était pas de la juste mesure. C'est plutôt une descente, un détricotage de l'équipe togolaise dans tous les aspects du jeu. Compartiment par compartiment, qu'est-ce qui n'a pas marché? On veut avoir des approches de solutions après. Quand vous prenez une équipe qui encaisse 2 buts, ça veut dire que défensivement, ça n'a pas marché. Et également, offensivement, il y a pénurie. Surtout défensivement, parce que je parlais des 15 premières minutes de l'équipe togolaise qui étaient intéressantes, surtout avec Akoro Bilal sur le côté gauche, qui était le meilleur togolais jusqu'à la 15e minute, avant sa sortie sur blessure. Et donc finalement, on est face à une équipe togolaise qui, dans tous les compartiments, que ce soit en défense, surtout en défense, au milieu de terrain et en attaque, étaient en recherche de repères. Ils ne se comprenaient pas. On a vu une équipe qui ne jouait pas en équipe, malheureusement. J'ai vu 11 joueurs sur le terrain. Durant les 90 minutes, ils n'ont jamais réussi à jouer en équipe. Et c'est ça aussi la réalité du football. C'est un jeu qui demande du talent individuel, mais plus du collectif, parce que c'est un jeu qui se gagne à 11. Et donc, il va falloir pour tout le staff togolais réimprimer cet esprit d'équipe-là, l'équipe à la sélection locale togolaise, qui a devant elle
pour moi, de grosses échéances. Et pour la qualité individuelle intrinsèque de chacun des joueurs que j'ai vus sur la pelouse hier, le résultat, il est piteux. Vous savez, dans un match de football, à un moment donné, on voit aussi l'apport de l'entraîneur ou bien du sélectionneur. Est-ce que vous avez senti à un moment donné, et surtout dans les difficultés, l'apport, la touche Jonas Kokou-Komlan? Difficile de vraiment analyser l'apport éventuel de Jonas Kokou-Komlan, surtout hier dans ce match, parce que on est dans un match amical. Il peut arguer de ne pas prendre des risques, de sortir les tauliers, de jouer juste ce qu'il faut pour ne pas mettre l'équipe en danger dans les échéances à venir. Mais force est de constater que cette défaite-là, c'est l'entraîneur qui endosse la première responsabilité. Parce que pour moi, jouer face à une équipe béninoise qui, certes, a présenté de la qualité avec un junior Oleitan, le numéro 10 béninois, qui a rayonné de tout son talent lors du match qui s'est déroulé hier à Kégué. Mais pour moi, lorsque dans ces conditions et que dans les 60 premières minutes, on sent que l'équipe est en difficulté, pour moi, en tant que sélectionneur, il devrait justement mettre de nouvelles énergies, une nouvelle façon de jouer, imprimer une nouvelle dynamique en faisant notamment rentrer des joueurs qui ne sont pas du même profil que ceux qui sont sur le terrain. Et donc c'est pour moi ce qui a manqué véritablement au sélectionneur Jonas Kokou-Komlan hier. Maintenant, il peut toujours arguer que c'est un match amical et qu'il est juste dans ce qu'il faut prendre pour ne pas empiéter sur les capacités de cette équipe dans les échéances à venir. Vous pensez à un avenir meilleur de cette sélection locale au Togo? Et si cet avenir est là, qu'est-ce qu'il faudrait corriger véritablement? Ouais, la réalité, elle est celle-là. Surtout pour une équipe locale, il faut qu'il y ait du changement à chaque moment, à chaque échéance. Voir l'équipe locale souvent changer, c'est plutôt de bons signes. Ça veut dire que le football local s'exporte. Ça veut dire que le football local est une porte d'entrée sur le marché continental, sous-régional et pourquoi pas européen, qui est le gratin du football mondial. Voir les joueurs qui sont aujourd'hui en équipe locale ne plus venir à la prochaine séance, c'est gage de crédibilité, c'est gage de transfert de compétences. Je suis moins heureux de voir que des joueurs comme Nan Richard, Agro Ismaël ou encore Tchaki Marouf ne fassent plus partie de cette équipe, parce que ça veut dire que d'un côté, le travail en équipe locale, c'est-à-dire servir de vitrine, servir de pantin pour les joueurs qui ambitionnent éventuellement de toucher l'élite du football mondial, ça marche. Et donc, c'est aujourd'hui aux joueurs qui sont en équipe locale de jouer en équipe et de pouvoir exporter ce football togolais qui est en renouveau. On passe au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2022, reportée d'un an en raison de la crise sanitaire liée à Covid-19, aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Le tirage au sort mardi 17 août au soir dernier, bien sûr, donne une idée beaucoup plus précise de ce que seront les premiers jours de la compétition phare du continent africain. On a les poules. Dans la poule A, on a le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Éthiopie, poule B, Guinée, Malawi, Sénégal, Zimbabwe. Poule C, Gabon, Ghana, Maroc, Comores. Poule D, Égypte, Guinée-Bissau, Nigeria, Soudan. Poule E, Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Sierra Leone. Et enfin la poule F, Gambie, Mali, Mauritanie et la Tunisie. Junior Laris, on va faire une petite analyse de ces poules. On commence par la poule A. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie. C'est un groupe relativement équilibré avec le pays organisateur qui reste le Cameroun, qui est un des prétendants au titre au grade final, face à un Burkina qui est aussi en renouveau, qui veut passer la période d'après Pitroipa, d'après Alain Traoré, cette génération qui est allée jusqu'en finale avec Paul Pout à l'époque, avec le Cap-Vert qui, ces dernières années, n'a pas été vraiment faste sur l'échiquier continental. Après, oui, pour moi, c'est un groupe équilibré. J'attends de voir aussi l'Éthiopie qui fait un retour en Coupe d'Afrique des Nations après un long moment d'absence.
Et donc, pour moi, c'est une poule équilibrée. Le Cameroun, il va passer certainement parce qu'il est pays organisateur et parce que l'objectif du Cameroun, ce n'est pas de sortir du groupe, mais c'est plutôt de gagner la compétition. La poule B semble être un peu plus dure. On aura la Guinée, Conakry bien sûr, Malawi, Sénégal et puis Zimbabwe. Le favori, le Sénégal peut-être selon Diouf. Il a dit que le Sénégal va passer. Pas que selon Diouf. Le Sénégal aujourd'hui fait partie avec l'Algérie. Ce sont les deux sélections qui ont aujourd'hui un niveau mondial. C'est-à-dire les équipes capables de produire un football de niveau mondial, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes africaines. Mais les deux équipes capables aujourd'hui de produire un football de niveau mondial, c'est le Sénégal et l'Algérie. Je mets le Sénégal et l'Algérie dans la même balance que la Colombie, que l'Uruguay. C'est-à-dire, dans une Coupe du Monde, ce sont deux équipes qui peuvent valablement représenter l'Afrique, ainsi que les autres équipes. Je ne manque pas de respect aux autres nations, mais je suis dans le factuel, aujourd'hui, pris individuellement, avec les qualités que peuvent présenter ces équipes. L'Algérie et le Sénégal, pour moi, sont les deux équipes qui se décalent du lot dans tout ce maelstrom-là qui va donner une compétition alléchante. Dans la poule C, on a des rendez-vous de deux grands, d'abord le Maroc et puis le Ghana, mais s'ajoute également le Gabon et les insulaires de Comores. Pour moi, c'est le groupe le plus difficile, parce que le Maroc, ils doivent avoir le sursaut d'orgueil après la grosse désillusion qu'ils ont eue lors de la CAN précédente en se faisant sortir au huitième de finale par le Bénin, alors qu'ils avaient une génération dorée. Ça n'avait pas marché avec l'ex-entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Hervé Renard, qui a dû plier bagage. Aujourd'hui, ils ont Vaïd Halilović, je vais y arriver, le franco-bosniaque à la tête de cette sélection, qui a le devoir d'amener cette équipe du moins vers les demi-finales. C'est ça l'objectif aujourd'hui, clairement, pour le Maroc, qui a le devoir de faire un résultat à cette Coupe du Monde, parce qu'ils ont une génération dorée. Vous avez les Hakim Ziyech qui joue du côté du Chelsea, Hakimi Achraf qui est du côté du Paris Saint-Germain, qui est l'étoile montante du football mondial, pas que marocain. Vous avez du talent, que ce soit en défense aussi avec Mehdi Benatia, qui est l'expérimenté de cette équipe. Vous avez Yacine Bono, qui est le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens du championnat espagnol du côté de Séville. Et donc, aujourd'hui, le fait, il est là. Le Maroc se doit de faire un résultat, mais attention, face au Gabon, qui peut toujours surprendre avec le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, ou encore les Comores qui ont sorti le Togo. Dans une poule où il y avait aussi l'Égypte. Et donc, les Comores, attention, ils peuvent aussi surprendre dans ce groupe. En tout cas, les belles histoires, on l'avait vu lors de l'édition précédente avec le Madagascar qui a fait une compétition extraordinaire. Donc, peut-être, pourquoi pas, encore une belle histoire avec les Comores. Dans la poule D, les favoris sont l'Égypte et puis le Nigeria, mais il y a également la Guinée-Bissau et puis le Soudan. Difficile à croquer, ces deux nations. Oui, difficile à croquer, surtout quand je vois l'Égypte qui aussi, comme le Maroc, a une revanche à prendre. L'Égypte qui a raté sa compétition chez elle en se faisant éliminer lors des huitièmes de finale par l'Afrique du Sud. Absente, elle fait partie aussi de l'une des grosses absences de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je veux parler de la nation arc-en-ciel qui manque cette compétition. Et donc, obligation pour l'Égypte et surtout pour un joueur de classe mondiale qui est Mohamed Salah, de pouvoir peut-être une fois gagner une compétition avec son équipe, son pays, l'Égypte, parce qu'il a tout gagné presque en club, en remportant la Ligue des Champions avec Liverpool, en remportant la Première Ligue. Et donc, aussi obligation pour lui de pouvoir faire un résultat lors de cette CAN. Mais attention, le Nigeria, avec un bosseur à la personne du franco-allemand Gernot Rohr à la tête de cette sélection, il va falloir aussi rester vigilant avec la Guinée-Bissau aussi, qui peut aussi faire une belle histoire, comme on a l'habitude de les aimer lors de ces compétitions. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone logent dans la poule E. Ouais, le petit poussé de ce groupe, c'est la Sierra Leone qui est passé par des tumultes avant de se qualifier. On se souvient de l'épisode avec les Béninois, avec les fameux tests Covid, un match qui a dû être reporté par 3 fois. Et donc, ils ont sorti le Bénin dans des conditions qu'on sait déjà.
ils ne vont pas avoir la faveur de tout le monde parce que déjà certains observateurs disent que c'est une qualification usurpée de la part des Sierra Léonais. Maintenant, ils sont dans un groupe très difficile parce que l'Algérie, qui pour moi fait partie aujourd'hui du top 20 mondial en termes de production, en termes de capacité de pouvoir produire du jeu. Ils sont face à ce mastodonte-là. Ils ont aussi le Nigeria qui va faire, qui a obligation de faire aussi une bonne compétition. Et donc, tout ce mélange-là, pour moi, bien sûr, c'est une première qualification. On peut s'attendre à du miracle du côté sierra-léonais, mais je pense que ce sera trop dur à croquer pour nos amis de la côte ouest. La poule F est la dernière poule. On a la Gambie, le Mali, la Mauritanie et puis la Tunisie. Le Mali, pour moi, c'est l'équipe que j'attends pour cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est pour moi le plus gros potentiel africain à l'heure où je vous parle. Et la Tunisie La Tunisie, c'est malheureusement le football le plus tactique d'Afrique. Mais malheureusement, en Afrique, la tactique ne gagne pas. Parce que quand vous prenez les centres de formation tunisiens, passant par Sfax ou Tunis, la capitale, c'est pour moi un copie-coller conforme de ce qui se fait aussi en France. En région parisienne, c'est ce qui se fait aussi de mieux. C'est un vivier de footballeurs techniques qui peut servir à l'équipe nationale. Malheureusement, en Afrique, seule la tactique ne gagne pas. Sinon, je mettrais la Tunisie, même devant l'Algérie et le Sénégal, qui pour moi sont les équipes du haut niveau mondial dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, moi, j'attends vraiment de voir le Mali. Je ne vais rater aucun match du Mali parce que cette équipe-là, je l'attends vraiment sur cette compétition. Je l'attends aussi sur les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 que New York présentera d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est deux duels qu'il va falloir suivre de très près. Le Mali, une équipe à ne surtout pas négliger. Pour moi, c'est le outsider favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. On termine donc par ce sac du Bayern de Munich devant le rival éternel. Tenant du titre, le Bayern de Munich a de nouveau remporté la Super Coupe d'Allemagne en prenant le meilleur sur le Borussia Dortmund mardi soir, 3-1, son 9e sac dans la compétition. Et si on peut le dire, c'est le premier titre de Julian Nagelsmann cette saison. Ouais, c'est un peu habituel quand vous jouez au Bayern Munich de gagner la Super Coupe d'Allemagne ou de gagner le championnat d'Allemagne. C'est un peu plus rentré dans l'habitude. C'est trophée pour le Bayern Munich. Mais attention, ce qui pour moi est le plus important n'est pas sur la pelouse, c'est ce qui se joue entre ces deux clubs que sont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Et qu'est-ce qui se joue entre eux? Ce qui se joue, c'est l'avenir des deux clubs en termes de leadership et en termes de vécu sur les 10 prochaines années, parce que les Bavarois, je peux vous assurer, dans la mentalité allemande, on pense en termes de décennies. On ne pense pas en termes, on ne pense pas année par année. On pense en termes décennales. Et donc pour le Borussia Dortmund, qui a aujourd'hui un joueur de la trempe de Erling Braut Haaland, le Robocop norvégien, comme on le surnomme. Aujourd'hui, l'objectif pour le Borussia Dortmund, c'est de ne pas se le faire arracher par le Bayern Munich, parce qu'on connaît tellement ce scénario où le meilleur joueur du Borussia Dortmund passe du côté du Bayern Munich. Ça s'est passé avec Mario Götze, qui était au sommet de son art. J'allais en venir avec le géant polonais Robert Lewandowski, qui avait joué une finale de la Ligue des Champions, sa première d'ailleurs avec le Borussia Dortmund, qui l'année d'après a rejoint le Bayern Munich. Il y a plein de joueurs qui font ce trajet-là. Mats Hummels est passé du Borussia Dortmund vers le Bayern Munich. Et donc aujourd'hui, Erling Braut Haaland, c'est vrai qu'il est annoncé un peu partout au Real Madrid, au Paris Saint-Germain ou encore au niveau de l'Angleterre avec Manchester United. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de savoir si Erling Braut Haaland va rester dans le championnat allemand ou va partir. Et ça va dépendre surtout du Bayern Munich. Déjà qu'on annonce Robert Lewandowski sur le départ parce qu'il aurait émis des envies d'aller voir ailleurs. Et donc, dans l'entendement, dans le subconscient collectif du supporter allemand, c'est de voir Erling Haaland du côté du Bayern Munich.
Et donc pour moi, ce qui se joue aujourd'hui en Allemagne, c'est l'attractivité en gardant surtout Haaland dans ce championnat et ne pas laisser, en laissant partir Lewandowski, de pouvoir le remplacer par Haaland et de rendre toujours plus compétitif l'équipe du Bayern Munich. C'est ça aujourd'hui le challenge, le gros challenge de ce championnat allemand, de toujours avoir une équipe du Bayern au plus haut sommet de son art et d'avoir une équipe du Borussia Dortmund qui par moment, oui, gentiment peut fournir cette équipe du Bayern Munich. C'est un peu l'histoire du bourgeois et du prolétaire qui se joue entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Sacré Junior Laris, merci beaucoup à vous. Vous êtes consultant. Merci beaucoup. Merci et puis à la prochaine. À la prochaine. On va donc marquer une petite pause, le journal, et on revient après pour Regard Croisé.